Et bienvenue, vous, dans la salle. Je vous entends depuis quelques minutes. Et moi, encore en pyjama, mais rassurez-vous, je vais me rhabiller très vite. Et puis, je suis heureux de vous annoncer que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Vincent Lagaffe, qui fait de doubles débuts sur les grands écrans, comme acteur et comme scénariste. Voici vos grosses têtes. À Pigalle, où il travaille, on murmure que le soir venu, les ouvreuses lui remettent tout leur pourboire. Jacques Maillot. Bonjour. Il a cru me fâcher en révélant qu'il était mon fils naturel. Raté, j'en suis très fier. Bernard Mabille. Bonjour. Il a l'audace des provocateurs qui savent qu'ils courent plus vite que leurs victimes. Éric Logérias. Bonjour. Il use d'une belle plume qu'il ne plante pas toujours dans l'encrier. Pierre Combesco. Bonjour. Il possède les plus gros mollets, mais aussi la plus petite vessie des grosses têtes. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, nous voici au lendemain d'une intervention présidentielle que vous avez tous suivie. Quand même, vous avez vu le 11 de France, hein? Ah oui. C'est 11 Français, ça faisait une belle équipe, hein? Ah oui, oui. Manquait avec le ballon. 11 bonhommes et bonnes femmes en colère. Ils avaient l'air un peu tristes. Ouais, moi j'ai raté le match, c'est dommage. Ah ouais. Ouais, Et moi aussi. ouais. Toi aussi. Ah, écoutez, on peut pas dire que c'était pas diversifié et qu'il n'y avait pas là des personnalités déjà physiques, hein? Oui, il y avait Le du syndicaliste était bien. Ah, très bien. Hein, avec ses boucles d'oreilles. Moi j'ai cru qu'il allait lui sauter dessus. Toutes les 2 minutes, je regardais, j'avais peur. On aurait dit 2 rondelles piquer un moteur de chez Renault. Ouais. Et c'était pas des boucles d'oreilles de Rachida Dati, parce que Non. c'est pas le même tarif. Ah bah non. N'empêche qu'il s'est fait une gueule parce que il a été sollicité par toutes les radios, toutes les télés. Ça, Ah, oui, ça va devenir une vedette. Ah, mais ça en est déjà une. Mais les dames étaient pas mal aussi. Ah bah ça, vous avez regardé les dames, Philippe, on vous connaît. Simplement, vous avez remarqué que la France heureuse, la France satisfaite, la France contente, et qui doit quand même exister, n'était pas du tout représentée. Ah non. Oui, c'est vrai. Je crois qu'ils sont tous restés au Fouquet s'ils n'ont pas bougé depuis. Les contents. Alors tout ça nous amène au héros involontaire de ces derniers jours, Monsieur Henri Proglio, qui est une belle figure du patronat français, mais une figure un peu malmenée. Et alors, on se dit en ce moment à la buvette nationale que, comme notre ministre des Finances, qui, je vous le rappelle, est la meilleure d'Europe, hein, honnêtement, Et de loin. l'a défendu d'abord maladroitement, avant de l'enfoncer non moins maladroitement, je vous en prie, Philippe. qu'il forme le nouveau couple, les nouveaux duettistes de la politique et du social, Henri Prollo et Christine Lagourde. Ah, mais il prendra pas froid, il a une double casquette, il parle. Il arrête pas. Quoi, il a tout le temps un casque, il a peur. Ouais. Il est tout le temps casqué. Il dit on me fout sur la gueule. Bah oui, pauvre. Il Hein, dit pas la son garde, casque, ça le doit mec. être Je un le vois bon tout le coup temps, mais il a parce toujours que- un casque. Vous remarquez d'ailleurs que quand les grossiums visitent des chantiers, ils ont un casque qui n'est pas à leur mesure. Hein. Ah bah jamais. Jamais, ouais. parce qu'ils connaissent pas le tour de tête, ils ont une grosse tête. C'est le casque visiteur. Ah, ouais, Oui, oui. mais le casque visiteur est toujours très très large. Parce que comme le dit Jacques, ils pensent qu'ils ont tous une grosse tête, ces politiques. Donc Ah, en bah, l'autre général. jour, Fillon, on lui voyait pas les yeux, il devait être au radar, Pépé. Alors pour revenir à Monsieur Proglio, vous dites À vos souhaits. une double casquette, mais il avait des bérets aussi. Il avait 6 bérets d'administrateur. Oui, et C'est- bien payé. C'est quand même quelqu'un d'abord de très compétent et de très courageux, hein. Bah oui, tout ce boulot, je sais pas comment il fait, moi, franchement. Alors il y a deux choses qu'il faut rapprocher quand on regarde la presse de ce matin. C'est un dessin dans l'Humanité qui évoque les conditions de survie de nombreux Français. De plus en plus de Français obligés de cumuler 2 emplois. Et on voit la caricature de Proglio qui dit « c'est bon pour tout le monde ». Et puis alors on passe à la page économique du Figaro
Et on nous annonce, mais ça n'a qu'un très lointain rapport, bientôt une gestion intelligente de l'électricité. Oui. Roglio qui a dit je travaillerai 10% chez Veolia et 100% à l'EDF. Voilà. Ah oui, donc il va être Il est en, fâché Il avec compte les bien cons. il déjà. va être en surchauffe. Hein. Ah, Alors j'allume tout à la maison pour qu'il puisse avoir son salaire. oui. Consommer ah oui, du oui. courant. Et moi, je remplis ma poubelle puisqu'il traite les déchets. Donc, Dites donc, ils n'ont pas intérêt, EDF, à augmenter nos factures. Hein. Oh là. Bah ça va se faire pourtant. ouais. Je crois que ça va être difficile. Ils vont reculer de 6 mois, mais ça se fera. Ouais. Ça se fera cet été. mais enfin, c'est admirable de voir des gens aussi courageux, Philippe, alors qu'il y en a d'autres qui travaillent en pyjama dans leur bureau. Alors, Ouais. là, Non, c'est vrai. alors là, vraiment. Et puis, puisqu'on en est à l'électricité, il y a une statistique qui est tombée. Là, elle vient d'Allemagne, mais ça doit s'appliquer en France. Les ados qui ont une télévision, des consoles, des ordinateurs font monter dans une mesure de 20 à 25% la facture d'électricité familiale. Ah bon? Ah bah oui. C'est bien Eh sûr. oui. C'est Ça obligé. consomme tant que ça un ordinateur, moi je crois que Ça consomme, mais comme tu ne l'éteins jamais, la veille consomme énormément. Ça consomme beaucoup, Les téléviseurs beaucoup. Ah bah, la consomment veille, énormément. Moi, je n'ai consomme. pas d'ordinateur, mais je sais les éteindre. Parce que Ouais. j'en ai 2 à la maison. Un Moi, pour ma j'ai- fille, un pour ma femme, et je les éteins. Ouais. J'ai vu les notes de Simone Veil. La veille, ça consomme énormément. Ah oui. On s'en Aujourd'hui, dans le grand studio RTL, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Pierre Combesco, c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et puis alors, ce titre qui n'a pas dû vous échapper et qui répond à une question que tout le monde se posait depuis des semaines. Comment les labos ont influencé l'Organisation mondiale de la santé. Et cette révélation, les experts de l'OMS sont rétribués par des laboratoires pharmaceutiques. Comme c'est Exactement. bizarre. Oui, c'est vrai. J'ai parlé de ça avec un médecin hier soir. Il paraît que c'est vrai et que la présidente de l'OMS serait complètement FED au laboratoire. Bah, Tiens évidemment. donc. Et surtout, elle ne s'est pas fait vacciner alors qu'elle a ordonné au monde entier de se faire vacciner. Ouais. Ce qui est quand même Mais ils rigolo. les tiennent comment? Avec des bacs chiches? Ils leur offrent des voyages? Ils leur offrent Non, des vaccins, il leur offre des vaccins. Ah ouais. Ils leur envoient faire un voyage à Haïti aussi, pareil. Ils ont un vaccin gratuit pour 9 qu'ils Ouais, qu'ils c'est prennent. ça, ouais, ouais. Le 10e est gratuit pour eux. Alors, Marc Bachelot, elle s'est fait vacciner quand la grippe était finie. Vous avez remarqué quand même. Vous savez que le Midem s'est ouvert à Cannes. Oui. On n'y est pas, nous? Ben non, il faut chanter. Et alors on merde, on chante bien. On chante bien, nous, Philippe? Oh, moi, à mon avis, Jacques chante aussi bien que Nikos. Hein. Vous avez vu la prestation qu'on a fait devant vous à la télévision, Philippe. On est quand même des choristes émérites. On m'en a parlé, moi. À propos de Nikos, vous n'avez pas vu la publicité faite par une station concurrente et très sympathique qu'il emploie Oui. pour accrocher justement le grelot à sa présence matinale sur les ondes. Non? Non, Non. j'ai pas vu ça. Eh bien, de plus en plus de Français accros au 69. Ah, oui, ils ont découvert ça? Oui, oui. Ah oui. Ils ont mis le temps. Moi, il y a longtemps qu'on savait, nous, Philippe. Hein. C'est le fameux 6-9 de Nikos. Ah oui, c'est renversant. Ah, comme le analyse. 6-9 grec. Et le Alors- 71, c'est un 69 avec 2 qui regardent. Alors, au Midem, il y a une nouvelle vedette qui est apparue. Je ne sais pas si son nom va vous dire quelque chose. C'est Patrizia Daddario. Ça vous non. dit quelque Non. chose Rien. Non, ça doit être- avec un nom comme ça, elle doit coucher avec Berlusconi au moins. Eh non ben c'est ça. Eh ben voilà. Vous avez mis le doigt dessus. Allez vite, vous lavez les mains. Alors, elle vient avec un single, ce qui pour une escort girl d'ailleurs est pas très logique. Non. En fait, c'est une femme qui était jamais seule, qui faisait chanter ses clients et maintenant elle chante elle-même. Oh, c'est Ah oui. bien. Ah, c'est celle qui le faisait chanter. Ah ouais, elle est pas mal. Ah, c'est celle qui avait fait l'enregistrement ouais. sous le lit. Voilà. Elle bah, est pas laide, hein? Elle lui a fait cracher les dents, même je l'ai vu l'autre jour. Dis Qu'est-ce donc, il qu'elle avait pas chante les Je dents t'aime moi bonnes. non plus. Alors, elle. Envoie d'abord, la purée pépé. Oui. C'est 200 €. elle chante All You Want. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ah ouais. Tout Oh, ce que c'est tu bien. veux. Et Tout ce que tu veux, mais cher. Et elle rappelle qu'en ce qui concerne le président du Conseil italien, elle s'était limitée à lui demander 2000 € par soirée. Voilà. Ah, oui. Et puis toujours la chanson, mais là il n'est pas venu au Midem parce que le président indonésien sort son 3e album. Oh là là. là. Il Vous fait vous rendez des compte, albums. hein?
Ouais, ouais. Alors qu'il a la responsabilité d'un des plus grands pays Ouais. du globe. Au moins chez nous, le président fait faire ça par sa femme. Voilà. Il partage le boulot. Mais il pourrait chanter Sarko. Bien sûr. Il y a une chanson pour lui petit avec des grandes oreilles. Vous Oui. vous souvenez de ça? Ça aurait été bien. Ah oui, c'était bien. À 16h30, c'est Vincent Lagaffe qui sera l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. En attendant, nous restons avec Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Pierre Combesco. Et maintenant, si vous le voulez bien, ne rompons pas avec nos meilleures habitudes. Le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Oui, alors je voudrais piquer un coup de sang, Philippe, contre moi-même, qui avait écrit mon coup de sang contre l'intervention de Nicolas Sarkozy avant même que l'émission ne commence. Ça se fait pas quand même, hein. Critiqué avant d'avoir vu. J'étais comme porté par une sorte d'anti-sarkozysme primaire, bébête et systématique. Tout ça sous prétexte d'un humour facile et gratuit. Bernard, t'es un gros con. Pardon, monsieur le président, mea culpa. J'ai donc vu hier l'émission jusqu'au bout et sans m'endormir. Eh oui, c'était moi. Préparé pour cette épreuve par mon coach, 42 cafés, 16 injections d'amphétamine, 2 pots belges, impossible de fermer l'œil, et j'ai dû, entre 23 et 5 heures du matin, honorer plus de 12 fois maman avant que Popol ne pique un roupillon. Je suis sûr de tenir jusqu'à l'apparition de Martine Aubry aux 20h de ce soir. Alors... Ah, la pauvre femme, dis donc. Elle doit être sur les genoux, maman. Alors à vous... C'est comme ça qu'il l'a préféré. Elle ne peut plus s'asseoir. Alors avouons-le, je n'ai vu et entendu hier que du positif. Un président calme, détendu, apaisé, qui avait sans doute fumé de la bonne. Ou pris des cours de maintien avec Georges Moustaki. Des banlieues enfin sécurisées, à commencer par le 9-2. Dès 17h, j'y étais hier dans Boulogne-Billancourt, siège de TF1. Pas une arme qui traîne. Le quartier est envahi par une 60aine de cars de CRS. Vérification des papiers, interdiction de stationner, rue barrée. Ça fleurait bon le Karcher en cette ville bourgeoise où l'on paye quand même près de 9 000 € le mètre carré. Donc après le 9-2, prochaine étape de sécurisation, le 9-3. J'ai vu des Français malheureux, certes, chômage, fin de mois difficile, retraite microscopique, mais aussi des Français heureux. Enfin, un sur 12. Je ne sais plus son nom. Il était petit en costard bleu marine avec un gros bottin sous les fesses. J'ai vu des Français malheureux mais raisonnables, ne cherchant pas à noyer leur chagrin. 2 heures autour d'une table de bar sans même commander un Pernod. Ça, il faut le faire. J'ai vu un président rassurant, sûr de lui, amical. Monsieur le président, j'ai pas de boulot. Vous voulez que je vous dise, Robert, ça va s'arranger. Monsieur le président, j'ai été saisi par les huissiers. Vous voulez que je vous dise, Suzanne, ça va s'arranger. Je gagne à peine le SMIC. Vous voulez que je vous dise, Ginette, ça va s'arranger. Un président qui vole au secours des pauvres. Il nous a parlé de monsieur Proglio, dont on parlait tout à l'heure, le meilleur de tous les patrons de la France du monde. Il gagne 1 600 000 € par an, certes. Mais a-t-il dit, vous trouvez normal de toucher le 23e salaire français quand on dirige la 8e société française? C'est injuste. Ah oui. Et monsieur Proglio, alors qu'il aurait de quoi, il ne se plaint pas. Vous voulez qu'on vous donne votre salaire, madame Ferrari? Une autre commission comme ça, et je transforme la Ferrari en Lada. Ah, il était dur. Un président proche des Français, je comprends ce que vous dites. Vous avez des difficultés, votre vie est dure, vous avez des inquiétudes. Vous voulez que je vous dise? Je suis bien placé pour vous en parler. Si, croyez-moi, c'est pas facile d'être président de la République. Alors tout ça m'a rappelé l'histoire de 2 mecs qui discutent. Ça va, toi? Oh, ma femme est en phase terminale, elle souffre énormément, je pleure toute la journée. Ah bah dis donc, ça aurait pu être pire, hein. Mon fils est passé sous une voiture, on a dû l'amputer des 2 jambes. Bah dis donc, ça aurait pu être pire, hein. Ma boîte va fermer, je vais me retrouver sans boulot. Bah dis donc, ça aurait pu être pire, hein. Ma fille de 15 ans est enceinte de triplé, le père est parti sans laisser d'adresse. Ah bah dis donc, ça aurait pu être pire. Bah je vois pas en quoi ça aurait pu être pire. Bah si, imagine que ce soit arrivé à moi. Ah, bravo.
Bravo, cher Bernard Mabille. Et puis, vous avez mis aussi l'accent sur quelque chose qu'on n'avait pas évoqué, c'est les salaires des gens à la télévision. Hein. Oui. Il y avait une menace sous-jacente. Oui. Faites pas la fanfaronne, sinon je déballe tout. Hein. Et là, la Ferrari a calé. Ah oui. Ouais. Moi, j'étais avec la grande Lulu hier soir, j'avais du mal, elle m'a dit, ça va pas s'arranger. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité, ça pourrait être le fait que si les Français sont des champions de la bagatelle, les Anglais sont des bêtes de sexe. Non. Ah, écoutez, alors là, Yes. j'ai 2 dépêches sous les yeux qu'il faut que je vous communique, car je sais que vous vous intéressez à la fois aux Anglais et au sexe. Un peu plus aux Anglaises, Oui. mais bon. Oui. Alors, d'abord, une femme qui a été condamnée à 1 an de prison parce qu'elle indisposait tout un immeuble par ses hurlements orgasmiques. C'est comme chez moi. Non, parce que toi, t'habites au-dessus de la caserne des pompiers, c'est autre chose, c'est la sirène. Elle était seule. Elle criait toute seule. Alors, circonstance atténuante, elle était avec son mari. Ah bon. Alors, bravo, monsieur. elle faisait, d'après les constatations de l'huissier, le même bruit qu'un Airbus au décollage. Non, de va Dieu. mieux. Mais il faut dire qu'elle s'envoyait en l'air 3 fois par semaine. Hein. Une anglaise. Une anglaise 3 fois par semaine. Ouais. Moi, j'en ai connu une qui faisait le bruit du Concorde. Elle a fini dans un hôtel à Gonesse. Ça vous rappelle pas une histoire, Jacques Balutin, ça? Ah bah oui, mais c'était pas une histoire, c'est que ça m'est arrivé, moi. On avait un repas chez des amis qui habitent à Paris dans un espèce de grand square tout autour, et d'un seul coup on entend « Ah Marcel, oui Marcel, ah Marcel, ah Marcel !» Et ça dure comme ça, mais longtemps. Et puis elle finit en faisant « Ah Marcel !» Blanc, un blanc, et d'un seul coup dans cette cour d'immeuble, on entend un mec qui fait « Bravo Marcel !» Elle est authentique. Hein, Toi, j'ai une bonne idée de me faire appeler Marcel auprès des femmes. Alors, autre preuve de l'activité sexuelle intense de nos amis anglais, on a arrêté pour la première fois, c'est une déviation sexuelle qu'on connaissait pas, un jeune homme qui, dans un jardin public, tentait d'avoir des relations sexuelles avec un arbre. Oui. Si c'était ça prouve qu'ils sont très cons, les Anglais, parce qu'il aurait pris un banc, on n'aurait rien vu. Mais Alors, il s'est mis entre 2 trucs d'un banc, il était tranquille, le mec. Non, simplement, pour être plus à l'aise, et on le comprend, il avait gardé son pantalon sur les chevilles. Ah oui. Et ça, évidemment, ça a interloqué la plupart des gens qui étaient dans le square, hein, parce que il n'était pas fermé. d'accord. L'arbre était un peu plié. Oui. Mais si c'était un chêne, il a pu caser son gland. Oui. Ah, dites donc, une bonne nouvelle dans cet océan de morosité, c'est que 2 grandes compagnies pétrolières vont chercher du pétrole dans la région parisienne. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'en ai trouvé, il y en a juste pas très très loin d'RTL, il y a une station Shell. Oui. Alors, attendez, vous savez que vous avez certainement vu, on avait 1 ou 2 vieux d'Éric qui fonctionnaient Sur à... France 3. Sur France 3, à 15h20. Ils l'ont arrêté, le Et Derrick. puis une fois, ils avaient trouvé du pétrole à 40 km de Paris. Oui. À Et alors, Fontainebleau. ils avaient envoyé à Fontainebleau, ils avaient envoyé des ingénieurs, et puis on avait fait un grand battage, une conférence de presse, et puis quand ils ont été plus loin dans leur recherche, ils se sont aperçus que c'était la cuve d'une station-service voisine qui fuyait. Je voudrais vous rappeler, cher Philippe Bouvard, que c'est moi qui ai engagé des avions renifleurs. Vous vous rappelez, pour détecter le pétrole. Détecter le pétrole. Alors il est où ce pétrole, Philippe? Eh bien, il est dans la région parisienne. Et attendez, on prend ça à la légère. Pas du tout. Il y aurait quand même 100 milliards de barils qui auraient pu se constituer dis donc. et qui seraient d'autant plus intacts que on s'en est jamais servi. Hein. Si, évidemment. Mitterrand s'est servi du baril. Ah oui, ah oui. Croisy sur scène, ton univers impitoyable. Nous sommes jusqu'à 18h dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard, avec aujourd'hui à ses côtés Pierre Combesco, Éric Logérias, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Bernard Mabille. Alors, un invité surprise aujourd'hui.
c'est Éric Ciotti, qui est le président du Conseil général des Alpes-Maritimes et qui ouvre, il fallait y penser, et c'est bien de l'avoir fait, une école des parents. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, bien, et je me réjouis qu'on renvoie les parents à l'école parce que ils ont souvent beaucoup à apprendre aussi. Hein. Oui, alors c'est un peu paradoxal parce que on va envoyer à l'école les parents dont les enfants eux-mêmes ne vont plus à l'école. Ah oui, parce que on veut justement lutter contre l'absentéisme scolaire, qui est un véritable fléau. Lutter contre ces enfants qui quittent l'école. Dans mon département, il y en a 1000 chaque année, c'est énorme. Et donc, on veut aider les parents à reprendre un peu de leur autorité parentale. Il s'agit donc de les responsabiliser. Voilà. Tout est autour de cette notion de contrat, de responsabilité. On va passer avec les parents. Alors, attendez, Monsieur le Président. Comme chaque fois qu'on ouvre une école, on se pose 3 questions. Qu'est-ce qu'il y aura comme programme? Qu'est-ce qu'il y aura comme professeur? Et où est-ce que les cours auront lieu? Alors, les cours vont avoir lieu dans un bâtiment du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui est situé rue Saint-François-de-Paul à Nice. Les programmes, il y aura 3 modules. Un pour la famille, pour réapprendre l'autorité parentale, avec notamment des psychologues. Il y aura un module pour l'enfant, pour apprendre le rythme de vie, tout simplement, les rythmes biologiques, ce que doit faire un enfant, comment il doit être accompagné. Et oui, l'ennui, si vous me permettez, c'est qu'une fois de plus, on va aborder ce que pensent les parents, mais par la voix des adultes, hein. Oui, mais ça sera des spécialistes qui vont intervenir, des psychologues tournés vers l'enfance, des assistantes sociales, des enseignants. Hein. Donc il y aura 3 types d'intervenants. Et puis le 3e module pour terminer, c'est l'école. Comment on lit un carnet de texte? Parce qu'il y a des parents qui n'ont aucun lien avec l'école, aucun lien avec les enseignants, et ça c'est dramatique. Donc on veut recoudre un peu ces fils qui sont rompus entre l'école, la famille et les enfants pour éviter des drames, parce qu'aujourd'hui, un enfant qui quitte l'école, un ado qui quitte l'école à 13-14 ans, ben, très souvent il est dans la rue, très souvent il est l'objet de tentations de délinquance. Ce qui serait bien, c'est que l'enfant qui est dans la rue, il regarde sa montre et qu'il aille chercher ses parents quand ils sortiront de l'école. C'est ça. Et qu'il engueule ses parents si ses parents ripent les cours. Oui, ben, il faut qu'il y ait un peu un autocontrôle, il faut que le fait que pour le gamin de voir ses parents peut-être qui vont à l'école va aussi les responsabiliser. On a fait des expériences déjà et ça marche un peu. Quand les enfants savent que leurs parents sont impliqués, ben on sait qu'ils retournent un peu vers l'école. Nous, on a commencé une expérience et c'est dans ce cadre que j'ouvre cette école. On a mis en place des contrats de responsabilité parentale pour les enfants qui n'allaient plus à l'école. Je viens d'en signer 11 dans les Alpes-Maritimes et ça marche. Sur les 11, 8 sont retournés au collège. Ah oui. Et les gamins souvent le disent aux psychologues qu'on a mandatés pour les accompagner parce qu'on fait du sur-mesure. Eh bien, ils disent oui, mais on a peur que nos parents soient sanctionnés. Donc, cet échange entre les parents et les enfants, il faut le recréer. Mais moi, je crois beaucoup à ce moyen pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Et puis, ça évitera d'aller jusqu'à la suspension des allocations familiales, hein. La suspension, c'est la chaîne ultime. Voilà, vraiment, il faut éviter d'en arriver là. Moi, j'ai ma mère qui a 92 ans, je vais peut-être vous l'envoyer parce qu'elle s'occupe pas de moi. Pourquoi vous allez plus à l'école? Ah bah non, elle ne me surveille pas. Est-ce qu'il y aura des très vieux flics pour faire traverser les parents? Mais pourquoi on pousse pas plus loin la logique? À chaque fois qu'un enfant, par exemple, a moins de 5 sur 20, les parents partent en col tout le samedi matin. Ah oui, très bien. Ça. Là, ça sera un peu plus compliqué. Parce oui. qu'il faut grandes écoles. J'ai mis ma mère en retenue, comme on dit. Oui, c'est ça. Ceci dit, on met plus de mauvaises notes aujourd'hui. Eh bien, Éric Ciotti, bravo. Je pense que ça va faire tache d'huile et que d'autres départements se mettront à l'unisson. On l'espère. On veut un peu que ça serve d'exemple pour les autres. Merci et bravo. Bravo. Vous restez avec nous dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 18h. Voilà, autour de moi sont réunis Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Pierre Combesco. Présent. Et Jacques Balutin. Présent.
Et puis notre invité d'honneur, qui pour se changer les idées, a résolu d'incarner au cinéma l'animateur à succès d'une chaîne de téléachat, c'est Vincent Lagaffe. Bonjour. Bonjour Monsieur Lagaffe, asseyez-vous. Ça va Philippe? Ben, ça va bien et puis on se réjouit de vous avoir parmi nous. Et le nombre de saloperies qui peut se dire sur vous dans votre dos quand vous n'êtes pas là, c'est incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Ah, c'est monstrueux. Et puis alors des camarades d'enfance, hein, je vois Mabi, tout ça, machin, les saloperies qu'ils ont pu dire sur vous. Balutin, mais une horreur. Je vous remercie de me confirmer ce que je subodorais déjà. Hein. C'est faux, Philippe, c'est faux, on dit que du bien. Alors, c'est un grand jour pour vous et pour nous aussi, parce qu'on vous aime bien, que de voir que le grand écran va enfin vous exploiter. Et... Il a mis le temps, hein? Oh, je vais pas dire ça parce que j'ai pas vraiment eu un plainte jusqu'à présent. Le petit écran m'a bien occupé, la scène m'a bien occupé, le public m'a toujours eu quand il a eu envie de m'avoir. Mais là, il est vrai que comme le cinéma ne m'ouvrait pas la porte, j'ai musclé mon épaule et je l'ai enfoncé. Et vous êtes devenu en même temps que comédien de cinéma, co-scénariste? Co-scénariste, coproducteur, comédien. Et voilà, ça suffit pour mais un vous premier faites pas film. tout, c'est toujours Madame Berthe qui fait le ménage du studio quand même. Oui, c'est Gérard qui a collé les affiches. Mais non, on en a quand même fait beaucoup. Hein. Est-ce que vous auriez fait la même carrière si vous aviez gardé votre véritable identité de Vincent Rouil? Honnêtement, je pense pas, parce que c'est vrai que le surnom qu'on m'a donné il y a 30 ans maintenant, Lagaffe, ça correspondait bien à ce que j'étais à l'époque. Et puis, de toute façon, moi, je visais vraiment un public populaire. J'avais envie de jouer pour le plus grand nombre. Et c'est vrai que Vincent Rouil, c'est hachement dur à prononcer. Ouais. Alors que Lagaffe, ça vient tout seul. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a des gens qui ont fait des carrières avec des noms très très compliqués et qu'on a fini par oublier. Hein. Est-ce que vous vous êtes inspiré de notre ami Pierre Bellemare pour le personnage du pape du téléachat? Je me suis inspiré de plein de choses, dont vous. Ah bon? Ouais. Pour plein de choses, je me suis inspiré de tout ce que j'avais vu avec des personnalités un petit peu exacerbées chez tous mes collègues et confrères. Et j'ai essayé de mettre tout ça dans un sac, j'ai secoué et ça a donné le personnage que j'interprète, qui est d'ailleurs pas très loin de la réalité et qui est pas non plus un personnage 100% farfelu. C'est un mec qu'on pourrait à la limite rencontrer dans certains studios de télévision. Vous savez, le gros mythomane qui a tout vu, qui a tout fait, mais que personne ne connaît. Oui, et c'est donc nous qui vous avons inspiré. Merci, monsieur Lagaffe. D'ailleurs, je vois que ça vous en a rendu malade. Alors, je vais vous faire entendre Pierre Bellemare, qui lui, alors, plaidait la bonne conscience parce qu'il avait été arnaqué par un vendeur. À propos du Chevrolet Bel Air, il y avait donc un très bon vendeur de Chevrolet dans la région parisienne. Il était à Levallois-Perret, je ne me trompe à cette époque, et j'ai eu toute une collection de voitures américaines à cette époque. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait passer le goût de la vitesse, et j'ai eu beaucoup moins d'accidents grâce à ça. Mais cela dit, alors un numéro de vendeur extraordinaire. Je viens acheter une voiture, je l'ai acheté toujours d'occasion. Alors une très belle Chevrolet Bel Air, il me la présente, je fais le tour, et je lui dis, écoutez, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le côté gauche, il y a 2 flancs blancs sur les pneus, et sur le côté droit, il n'y en a pas. Et il me regarde, il me dit, vous avez déjà vu quelqu'un qui voit les 2 côtés d'une voiture en même temps? C'est génial, hein? C'est un parade, ça. Il n'y a qu'un bon commerçant pour trouver ça. Mais hein. c'est ça, oui, il faut avoir réponse à tout. Moi, il y a pas très longtemps, c'était une Chevrolet. Moi, j'ai voulu racheter une vieille Chevrolet Corvette. Et je l'ai essayé. Et alors, Chevrolet Corvette, c'est quand même des voitures qui développent une certaine puissance et qui permettent de rouler si on a envie de se faire péter des points. Et j'ai été l'essayer et elle avait rien dans le sac, la voiture, hein, une bagnole en bois, un poumon, un truc. J'ai dit mais elle a plus rien dans le sac. Et le type m'a dit mais de toute façon on peut plus rouler maintenant. Pour assister aux enregistrements des grosses têtes, c'est facile. Vous pouvez vous inscrire au 3210 3210 par téléphone donc ou internet rtl.fr et il y aura un enregistrement des grosses têtes demain à 9h30 dans le grand studio RTL. Parmi les invités d'honneur, Ève Ruggieri ou encore Michel Bernier. Et pour aujourd'hui jusqu'à 18h, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard et Vincent Lagaffe.
Alors là, je m'adresse au producteur que vous êtes devenu aussi, et qui, naturellement, engageant ses économies, doit faire attention au budget. Est-ce que ça se sent dans la façon dont le film a été tourné ? Précisez votre question, Philippe. Est-ce que vraiment vous l'avez tourné à l'économie ? Ah ouais, complètement. Ah bon. On avait 4 millions d'euros pour tourner ce film, qui est vraiment le minimum pour faire ce film. Et il y a eu une petite erreur qui a été faite à 50 Minutes Inside. Ils ont dit que j'avais mis 4 millions d'euros. Si j'avais mis 4 millions d'euros, j'aurais été très fier de pouvoir le financer 100%, sachant que toute la recette me reviendrait. Mais non, on a eu beaucoup de mal pour monter la production, parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Lagaffe qu'on fait du cinéma. Donc on a fait le premier chèque, on a été voir notre banquier, on a demandé un crédit, on a fait le premier chèque, et évidemment, après tout le monde a suivi. Mais oui, de toute façon, on dit aux mecs, plutôt que de prendre 2 taxis, n'en prenez qu'un. Et puis là, le Big Deal a fourni le décor, hein. En grande partie, on s'est servi des studios de la Porte de la Chapelle pour tourner nos images de télévision. Les images de bureaux de production sont tournées également à la Porte de la Chapelle. Mais on a vraiment fait à l'économie. J'ai amené ma voiture pour jouer dans le film. Il y a des fringues qu'on a amenées nous-mêmes. Non, on a vraiment fait complètement à l'économie. On a fait bosser des copains de la télévision, du Big Deal, pour les effets spéciaux, pour tout ça, parce que ce sont des amis et qui nous ont fait des prix. Ouais, c'était Madame Lagaffe qui faisait la bouffe pour 40 personnes tous les jours. Eh ben, c'est Madame Lagaffe qui a tenu tous les comptes, qui continue à les tenir maintenant, qui a fait l'attachée de presse, la productrice, la chargée, la productrice déléguée. Dites donc, elle s'est pas ruinée en organisation de séances de projection, hein? Non, mais on a fait 4 avant-premières et je trouve que c'est très bien comme ça. Et ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé, les gens sont sortis avec la banane. Il y a même des avant-premières où ils ont applaudi à la fin du film. Là, à ce moment-là, j'ai eu une légère érection. Et alors, l'affiche en dehors de vous, rien que des vedettes internationales, j'imagine. C'est marrant, je sens que ça tourne au foutage de gueule, là. Non, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Il y a Joe Pescia. Oh, dites donc. Non, mais attendez, dites pas ça. Joe Pescia, c'est un mec qui a tenu un rôle extraordinaire dans Réversible avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, où c'est un mec absolument immonde qui commet un viol dans un tunnel souterrain. Enfin, un truc horrible. Et c'est vraiment un très très bon comédien. C'est un ancien boxeur. Il y a également Philippe Curat, qui a été André pendant des années à Caméra Café. André, le chauffeur de Jean-Guy. Et puis il y a ma gueule dedans. Mais alors, dites donc. Que des mecs connus. Pescia et Curat, vous refusez rien, hein? Vous êtes jaloux, Philippe, je vous sens bien. Vous auriez bien voulu avoir un rôle là-dedans. Hein. À une lettre prête avec Joe Pesci. Et dites donc, les membres du GIGN qui sont à vos côtés sont des vrais ou pas? Non, ce sont que des gens qui ont pour passion de recréer des événements du GIGN ou de l'armée, ou etc. Oui. Et d'ailleurs, les mecs sont tellement pointilleux sur les costumes que quand on a tourné la scène finale, c'est-à-dire la capture des méchants par le GIGN, ça se tournait à l'intérieur d'une cité dite sensible, et on avait vraiment dit à tous les habitants, c'est du cinéma, etc. Et n'empêche que quand les GIGN sont arrivés avec les bagnoles, les gyrophares bleus, on a un peu pris des canettes de soda sur la gueule. Arrêtez, c'est des comédiens. Non, il y a eu des très grands moments là-dedans. Oui, parce que l'affiche laisse penser à un grand spectacle, hein. Pourquoi elle laisse penser à un grand spectacle? Mais je pense qu'il y a un joli spectacle là-bas. Non, mais oui, c'est vrai que l'affiche est très américaine. Puis alors le titre, le baltringue, hein. Oui, c'est très anglophone, baltringue. On the baltringue, man. Know that? Puisque vous avez une prononciation tout à fait distinguée, je vais vous faire entendre, c'est un de nos bons souvenirs des grosses têtes, un jour où Charlotte de Turckheim nous avait fait le coup du téléachat Aristo. Le téléachat Aristo, que des produits donc spéciaux pour les aristos, adaptés. Il y a des sièges auto magnifiques avec un imprimé fleur de lys ravissant, par exemple. Et nous avons mis au point une sorte de ce qu'on appelle le kit cozy. C'est une sorte de mallette dans lequel il y a un labrador en PVC thermoformé qu'on peut sortir partout, une petite cheminée. Et comme ça, quand on est sur l'autoroute, on ne peut pas, nous, aller boire, par exemple, un café, vous comprenez, sur les aires d'autoroute qui sont vilaines, qui sont faites un peu pour des gens comme vous. Mais nous, on ne peut pas aller. C'est pas, merci. C'est pas notre biotope. Vous comprenez, Alors nous, on se recrée à côté de la machine à café, là, que vous connaissez. Alors on s'installe notre petit coin cheminée avec le petit feu. Il y a un ravissant pot de fleurs, un service à thé, 2 chaises en carton. Vous savez, on fait des choses ravissantes comme une sorte de mobilier Louis XVI. Et donc le Labrador. Alors, le Labrador est en promo en ce moment et il est gratuit. Il est offert. C'est un mot assez vilain, gratuit, mais il y en a pas d'autre. Il s'appelle le kit cozy et c'est donc en vente à un prix très raisonnable de 20 000 €.
2 actualités pour notre invité d'honneur, Vincent Lagaffe. Tout d'abord, le film Le Baltringue, qui sortira demain, un film de Cyril Sébat. Et puis son émission, Le Juste Prix, que vous devez certainement suivre à 19h05 sur TF1. C'est lui, Vincent Lagaffe, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Présent également sur le plateau Pierre Combesco, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Bernard Mabille. Alors, une première citation envoyée par Madame Bresson de Pierrefonds, qui a dit « Avec une télécommande et une chasse d'eau, l'homme est un animal sédentaire qui vit heureux. » Français, bon Français vivant. Un écrivain. Il vient aux grosses têtes. Alors, écrivain qui est déjà venu aux grosses têtes et qu'on n'a pas seulement entendu à la radio. On l'a vu à la télé. Pourquoi il chante? Voilà, on l'a vu à la télé. Bec Bédé. Non. Écrivain vivant. Poivre d'Arvor. Non. Bernard Pivot. Bernard Pivot. Ah bah voilà. Bonne réponse, c'est Mabille. Oui. Eh ben bravo Mabille. Une télécommande, une chasse d'eau. Moi, j'aime bien la phrase de Gustave Parking qui dit qui a la télécommande? Où est la télécommande? Passe-moi la télécommande, à croire que la télé commande. Très joli, ça. Alors, qu'est-ce qui vend votre animateur de téléachat? Oh, que des articles qui vont avec sa personnalité. Là, il vendait un marteau dans la scène. Alors, il y a un marteau à planter les clous des deux côtés et à pouvoir les arracher également des deux côtés. Ne me demandez pas comment ça marche, on n'a jamais pu le faire marcher. On a une laisse à impulsion électrique pour apprendre au chien le caniveau. Mais j'ai l'impression que l'impulsion électrique, c'est plutôt le maître qui la ramasse. C'est plutôt des trucs un petit peu hétéroclites, des trucs un peu décalés. Est-ce que vous récidiverez sur les grands écrans? Ça vous donne l'envie de faire régulièrement du cinéma? Régulièrement, je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, vous savez, moi, je suis un petit peu comme vous. C'est le public qui décide. Donc, on a laissé une porte ouverte à la fin du film pour pouvoir faire une suite si besoin était. Maintenant, à la question est-ce que vous avez envie de jouer la comédie? C'est génial. C'est génial de jouer la comédie, de pouvoir faire des trucs qu'on n'aurait pas le droit de faire dans la vie. Est-ce que vous jouez pas la comédie à la télé? Non, je suis moi-même à la télé, c'est-à-dire un grand comédien. Non, mais la façon dont vous embrassez les dames, surtout les jeunes, hein. Mais je n'ai fait que suivre votre exemple, Philippe. Non, mais moi, j'embrasse moins que vous, quand même. Hein. Il y a une époque, vous étiez un grand brasseur. Oui, est-ce que vous avez recruté vos complices du Juste Prix, Nadia, Doris et Fanny? Il y a eu une audition qui a été faite, il y a eu un casting, et puis on a pris les 3 plus sympathiques. Une audition en 1 heure ou en un week-end? En 10 minutes. 10 minutes, moi je fais partie des gens rapides, moi, vous savez. Non, mais sérieux, c'est juste un casting, on en a reçu une trentaine, et puis on a pris les 3 qui nous paraissaient être le plus en adéquation avec ce qu'on cherchait, et puis on a Gérard Vives surtout. Non, mais ça fonctionne très bien. Ouais. Et est-ce que vous êtes triste quand le concurrent du Juste Prix ne remporte pas la timbale? Oui, moi vraiment, écoutez, il y a 3 ou 4 jours, il y en avait un à 1 euro près, hein? Ouais, et là, on en a une ça passera certainement vers la fin de la saison. Il y en a une qui a gagné 81 000 euros à 1 euro près, sur le gong. Sur le gong. Une petite Algérienne qui est venue avec toute sa famille. C'était vraiment émouvant. Moi, j'aime bien. D'une manière générale, quand les gens sont méritants, quand ils ont un tout petit peu d'éducation, qu'ils savent le kit de base. Bonjour, écoutez, au revoir, s'il te plaît, quand on merci. peut faire le bien autour de soi, et en plus avec l'argent de la télé... C'est génial. Ah bah oui. Frimer avec le pognon des autres, c'est un truc que j'adore. Mais le Juste Prix, c'est l'émission préférée de Claude Chabrol. Parce que parce qu'il adore cette émission. Il nous l'a dit. Ah d'accord. Est-ce que vous avez conservé votre premier t-shirt des années 60? Oui, c'est peut-être pas si vieux. Mais j'ai des premiers t-shirts du Club Méditerranée où c'était les équipes JO. Oui, j'en ai. J'ai des vieux t-shirts d'Agadir, ouais. Et c'est un souvenir symbolique, hein? Je suis fétichiste. Il y a même des t-shirts. Il y a un t-shirt que j'ai gardé qui est un chiffon, qui a été le chiffon que j'ai eu pour passer mon BEP de mécanique. Et voilà, je l'ai toujours. C'est un vieux chiffon, plein de cambouis que j'ai jamais lavé. Et quand j'ai passé mon BEP de mécanique, oui, je crois que c'est ça. Moi, j'ai mon slip avec lequel j'ai passé le certificat d'études. Je l'ai, tiens. Mais il a toujours sur lui le problème. Il doit te serrer un peu, non? Ouais, je suis assez fétichiste, moi. Moi, j'ai gardé les premiers préservatifs de mon premier séjour au Club Med. Mais pareil. Le problème, c'est qu'il les a aussi sur lui. Voilà. Mais toujours. Depuis. Toujours.
Est-ce que entre le juste prix et le baltringue, vous avez encore une place pour vos sports aquatiques? Depuis l'accident, il est vrai que j'ai vraiment calmé le jeu. Je fais plus du tout de compétition. D'abord, j'ai 50 barreaux et les gamins qui se mettent sur la ligne de départ ont 20 ans, donc le jeu en vaut plus la chandelle. Mais j'ai toujours le temps, oui, j'ai toujours la niaque pour mes sports et mes passions de sport mécanique, oui, tout à fait. Enfin, vous faites attention et surtout, vous faites attention avec qui vous faites du sport. Oui, je la vois venir, la question, là. Non, parce que votre accident, vous ne l'avez pas eu tout seul. Là. Non, j'ai eu avec mon pote. Oui. Ouais, c'est mon pote avec qui j'ai fait du jet ski pendant 20 ans, avec qui on a vraiment fait les 400 coups et on a fait des trucs très dangereux. Et puis là, ce jour-là, on faisait des trucs tout simples, sans aucun danger. Et puis, on a fait l'erreur que font les mecs qui ont trop confiance en leur acolyte. Et on regarde pas parce qu'on sait qu'il n'est pas là. Donc, c'est pas la peine de regarder. Et puis, ce jour-là, il était là. Donc, j'aurais dû regarder et je l'ai pris pleine bille. Est-ce qu'on peut avoir affaire à la police quand on se déplace en jet ski? Oui, mais... C'est-à-dire que bientôt, on aura la police aux fesses. Il faut encore que la police apprenne à conduire des jet skis. Parce qu'il est vrai qu'on a mis... et je trouve ça très bien. On a mis des jet skis dans les mains des affaires maritimes et de la gendarmerie maritime parce que pour arrêter un jet ski, il faut un jet ski. C'est vrai qu'il n'y a pas un bateau qui arrêtera un jet ski. Mais le problème, c'est que pour bien piloter un jet ski et rattraper des mecs, sans être prétentieux, mais des mecs comme moi, il faut quand même avoir un petit peu de technique. Donc, ils n'ont pas encore la technique. Mais ça va venir. Quelle est la vitesse de pointe? La vitesse de pointe d'une machine de course maintenant, c'est 130 km/h. Sur l'eau, c'est vite. Oui. Sur l'eau, très vite. Sur l'eau, ça donne un 250 km/h. Ça va plus vite que les bateaux qui sur la Seine, là. Non. Oui, ça va plus vite. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est de savoir que un jet ski de course va faire le 0-100 km/h en moins de 2 secondes. Ah oui, ça fait combien de nœuds à l'heure, ça? C'est pour la grande Lulu. C'est pour la grande Lulu, pour savoir Alors, combien. la grande Lulu, pour 130 km/h, on va dire qu'on a un petit 80 nœuds. 80 nœuds. Quand même. 80 nœuds, 85 nœuds, oui. Et c'est des moteurs de combien et ça consomme combien ces petites choses? C'est pas une très horreur. écologique, Ah, non? ça consomme beaucoup, ça consomme trop. Un moteur de combien? C'est des moteurs qui sont basés sur 1000-1500 cm3 D'accord. et qui vont développer jusqu'à, pour les grands malades tels que Zapata ou Lemoine, 400 chevaux. Ah oui, d'accord. Pour 200 kilos. J'ai bien fait de rester au jet 27. Ah oui. Alors, cher Vincent Lagaffe, dans ce film, il n'y a pas que le téléachat. Il y a beaucoup de choses et de quoi retenir l'attention des spectateurs, et notamment un complot. Il fallait trouver une idée pour laquelle un agent secret puisse se déplacer. Donc on a mis une bombe chimique vendue par les Russes pour les Américains. Ou le contraire, je sais plus. Mais il y a un échange qui doit être fait entre une bombe chimique et une mallette pleine d'argent. Alors, votre histoire me rappelle un souvenir, et d'ailleurs on l'a en magasin. C'est Claude Allègre qui nous avait raconté un jour comment Brejnev, quand il dirigeait l'Union soviétique, avait été espionné par le KGB. Il avait beau être numéro 1, il y avait des micros partout, il était espionné. Mais même Brejnev, je raconte une petite histoire de Brejnev. La raison pour laquelle Brejnev aimait bien aller aux États-Unis, c'est qu'il n'était plus espionné par le KGB. Et il amenait sa masseuse. Et Je vois. Et Nixon a raconté à la télévision, moi je me souviens, Nixon a raconté à la télévision, a dit, il n'était pas espionné par le KGB, mais la CIA filmait. Ah oui, c'est très compliqué, tous ces services secrets, hein. Nous, on a vraiment simplifié, hein. Nous, on n'avait pas les moyens de rentrer dans ces détails-là. Donc, il y a un rendez-vous qui doit être fait et l'agent secret doit réussir à éliminer les 2 têtes pensantes du complot. Et puis moi, je vais un petit peu foutre le souk là-dedans. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h, 18h. Sur RTL. Nous sommes jusqu'à 18h dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et aujourd'hui à ses côtés, Pierre Combesco, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias, Bernard Mabille. Son invité d'honneur est Vincent Lagaffe pour 2 actualités. Tout d'abord le juste prix à 19h05 sur TF1. Et puis pour le film qui sortira demain, Le Baltringue. Question de Madame Cassagne.
qui a dit « Quand j'étais môme, la chaîne météo existait déjà, mais on appelait ça la fenêtre. » C'est joli. Frédéric Dard. Non, mais ça fait partie de nos amis disparus. Michel Audiard. Non. Jean Carmet. Non. Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse de Logérias. Ah, c'est joli, la chaîne météo, c'est la fenêtre. Hein. Ouais, joli. Est-ce que Beau le lavabo vous a permis de vous offrir une salle de bain? Oui, sans doute. Ben écoutez, il y a encore pas longtemps, j'étais chez un grand fabricant d'appareils à destination de la toilette, et on m'a dit que j'avais été pendant des années l'hymne des plombiers. Oh, qu'il est beau le lavabo. Mais il est vrai que grâce au lavabo, la première chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'était de m'acheter une maison. Voilà, la première chose que j'ai fait avec le lavabo, c'est de mettre un toit sur ma famille. Et j'ai pas pour autant appelé ma maison la salle de bain. Mais non, c'est vrai que je me suis servi de ce que j'ai gagné dans le lavabo pour me... Mais vous aviez écrit les paroles? C'est marrant, je sens encore du foutage de gueule, là. Oui, mais c'était un sketch, Philippe, au départ. Hein. Oui. Au départ, c'était un sketch qui s'appelait le Toc 50 et je me moquais de pas mal de chanteurs qui arrivaient à la télévision avec un prompteur, une oreillette, tout ça pour chanter en playback. Mais vous n'avez pas pensé faire une suite, par exemple, lait, le bidet? Alors on a... si, mais... Vraiment, c'est ouvertement qu'il se fout de ma gueule. Je crois. Même s'il n'est pas là. C'est peut-être même parce qu'il n'est pas là. Oui, il est loin, il en profite. Je vais vous dire, tête à tête, j'aurais pas osé. Je sais vous habiter, Philippe. Oui, bien évidemment, on a fait Il est beau le lavabo. Deuxième couplet, il est laid le bidet. Et après, on a fait la synthèse des deux. Il est beau le bidet, il est laid le lavabo. Ouh là là. Et curieusement, chaque fois quand on était à Lyon pour la dernière avant-première, les gens dans la salle m'ont demandé ce qu'on fasse le lavabo. Donc à cappella, comme ça, juste en tapant dans les mains, on a fait le lavabo. C'était assez rigolo. Écoutez, Francis Blanche, qui était un grand auteur, avait fait, je crois, Il est beau le débit de lait. Hein. Oui. C'était de la même veine. Francis Blanche. Pour Charles Trenet, oui. C'était Francis Blanche ou Bobby Lapointe? Non, Francis Blanche pour Charles Trenet. Et l'autre chanson là qui vous avait permis de battre les Stones et Michael Jackson. La Zoubida. Ah, la Zoubida. La Zoubida. La Zoubida, c'est un grand moment. Mais c'est des trucs qu'on fait une seule fois dans sa vie, de se dire qu'on va rester 57 semaines dans le top 50, dont 13 semaines premiers consécutifs, devant Madonna, les Stones, David Bowie, Phil Collins, Bruel, Hallyday. Oui, ça fait jubiler un peu, hein, quand on entendait... comment il s'appelait, celui qui faisait le top 50, là, Salut les petits clous. Marc Toysa. Quand il arrivait sur la fin du top 50. Et encore une fois, donc Vincent Lagaffe avec la Zoubida, on ne s'attarde pas. Bonne soirée à tous, au revoir, à bientôt. Ça faisait chier tout le monde. Non, mais faut dire que c'était dansant, puis ça donnait à penser. Hein. C'était une belle chanson. C'était surtout une parodie, qui pour certains avait été mal interprétée, mais de toute façon, quand on est un artiste à succès et populaire, on a toujours les foudres d'une certaine catégorie de public. Mais bon, ma foi, on peut pas tout avoir, heureusement. Sinon, je passerai ma vie à signer des autographes et à faire des bises. Jusqu'à 18h, nous sommes dans le grand studio RTL. C'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Avec aujourd'hui Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Pierre Cambesco. L'invité d'honneur, il est là à propos du film qui sortira demain, qui s'appelle Le Baltringue, Vincent Lagaffe. Est-ce qu'à la télé, vous avez votre mot à dire sur le choix du sponsor de l'émission que vous présentez? Non, j'ai pas vraiment mon mot à dire, mais par contre, quand je suis pas content, je le crie haut et fort, quitte à menacer d'arrêter d'animer une émission. Je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. C'est vrai que quand j'étais sur le Big Deal, on m'avait proposé comme sponsor Cochonou. Oui. Et donc ça donnait le Big Deal présenté par Cochonou. Oui, ben moi non, ça me faisait pas rire, Philippe. Hein. Groinque. Groin. Non, ça me fait pas rire du tout. En plus, à l'époque, je mettais des queues de pie roses. Non, ça le faisait pas du tout. Donc oui, on m'avait un petit peu poussé en disant si, c'est vraiment bien. J'ai dit non, c'est pas bien du tout. Et donc j'avais un petit peu crié ma colère en disant que si c'était ça, non, j'arrêtais quoi. Je n'acceptais pas qu'on puisse dire le Big Deal présenté par Cochonou et que le rideau s'ouvre sur ma gueule. Non. Est-ce que vous avez été renvoyé des 9 lycées? Jamais, Philippe, c'est un mensonge. On a écrit que des conneries sur votre fiche.
Les 9 lycées d'Aix-en-Provence vous ont gardé? Chacun leur tour, peu de temps, Non. oui. La vérité, c'est qu'il était tellement bon élève que les lycées se l'arrachaient. Ils se battaient pour m'avoir. Et il a été obligé de monter une tournée. Exactement. Un an ici, 6 mois là. Ah, voilà. Ouais, il y a 9 lycées et cours privés à Aix-en-Provence. Je les ai tous faits. Et donc le guide des lycées éco privés d'Aix-en-Provence, c'est toi qui l'as écrit. Complètement. Voilà. Le guide du Complet. Mais non, mais je me suis très vite rendu compte que c'est pas les études qui me saoulaient, c'était l'autorité des profs, parce à cette époque-là, les profs avaient autorité. Et Maintenant, tu serais bien à l'école. Tu serais bien là maintenant. C'est super. Vous avez connu la mauvaise époque de l'enseignement. Voilà. Exactement. Quand les profs avaient de l'autorité et qu'on donnait pas le bac automatiquement. Exactement. On avait une punition, on devait la faire. Et on avait beau avoir des grands frères, nos grands frères venaient pas mettre une grande claque dans la gueule du prof. Ça n'existait pas. Mais c'est quoi une, elle est c'est nulle quoi ton une école. punition? Une punition, c'est quoi, monsieur Lagaffe? Punition, moi je n'ai jamais eu de punition. Enfin, Il avait j'ai pas le temps. jamais fait de punition. Ah, t'as jamais fait de Je les ai jamais fait, mes punitions. Ouais, mais de toute façon, depuis tout petit, j'ai été associable. J'ai toujours été contre l'autorité. J'ai toujours été. Alors, c'est vachement difficile maintenant d'expliquer à mon fils qu'il faut respecter la loi. Bah oui. Mais non, c'est vrai que grâce à ça, ben voilà, je suis là aujourd'hui. Parmi vous, qui d'ailleurs, au niveau des études, ça n'a pas été brillant non plus. Hein. Oh là. Ça, je confirme. Hein. Mais moi-même, je l'ai avoué hier soir avec tous les téléspectateurs français de français. J'ai dit, j'avais pas été un aigle. J'ai pas été un aigle, mais pourtant je suis président de la République. Et bien je l'ai dit, je l'ai avoué. J'ai pas fait d'études, mais je l'ai avoué. Et t'as fait 30% de part de marché. Et voilà, en plus. N'oubliez pas qu'on a parmi nous Pierre Combesco, prix Goncourt C'est vrai, et c'est prix vrai. d'excellence. Hein. Jamais, j'ai redoublé. Redoublé, triplé même. C'est pas vrai, vous êtes. Quoi? Mais oui. Mais je crois que les gens qui sont les plus intéressants sont les gens qui ont une carrière au niveau des études pas complètement finie. C'est ce que je me dis. Ben vous avez raison. Ah bah alors on est très intéressant. Hein. Très. On est Et vous même êtes l'empereur, il passionnant. me semble, Philippe. On est passionnant à ce niveau-là. Dites, Pierre Combesco, est-ce que vous regardez parfois Je regarde tout. les jeux télévisés? Ah oui, évidemment. Vous regardez le juste prix? Oui. Moi, c'est pas C'est très... pas tout à fait mon créneau, mais ça fait rien. Je me force. Alors, est-ce que, Vincent, le jeu du juste prix est conçu pour que la production ne se ruine pas? Alors ça, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que la moyenne sur laquelle compte la production est de une vitrine gagnée toutes les 4 émissions. C'est à peu près ça. Maintenant, il y a des cadeaux intermédiaires qui sont parfois relativement onéreux. Et je crois qu'on arrive à avoir des émissions où on perd pas loin de 100 000 euros de cadeaux. Parfois, vous rare vous que en ça sortez avec un baiser de l'animateur. Hein. Il est arrivé par contre de faire des émissions où il gagnait une paire de pantoufles, 1 kilo de bananes et un sucrier. Hein. C'est arrivé aussi. Mais c'est plus rare, puis ça intéresse beaucoup moins le public. Alors, puisqu'on en est aux choses sordides, question de Madame Petite-Bayeux. Autrefois, chez les Tartares, quel était le prix d'une femme à marier? Un steak? Un steak tartare, oui. Un cheval? Un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux? Non. une tente. Alors, vous savez... Soyez poli. Une selle. À l'époque... Une selle. Non. Il n'y a pas de sel, il montait sans sel, il montait à Une cru. couverture. Ça peut être Le fiancé devait apporter une contrepartie pour obtenir la Du main sel. de sa belle. Un chameau. du ketchup pour faire le tartare. Ah oui. Non. Des capres? Des moutons, une chèvre. Une queue de cheval? Non. C'était vivant, c'était vivant. Alors non, c'était pas vivant. Une vessie de porc. Ça se mangeait. Ah, Ça se mangeait. Des noix? Un gâteau de semoule. Les siennes? Non. La panse de Bobby Farsi. Non, d'abord, c'était en étroite correspondance avec le physique de la mariée. Une glace, un miroir? Un boudin. On se rapproche. Un fœtus de cheval. De l'ordouille? Non, mais peut-être un animal qui fasse la dimension. Non, puisque... Alors, c'est vrai que les dimensions de la dame conditionnaient son poids en quelque chose. Oui, son poids en beurre. En beurre. Oh. Bonne réponse de Logérias.
On vous attend nombreux demain pour l'enregistrement des grosses têtes à partir de 9h30 dans le grand studio RTL. Je vous rappelle notre adresse, 22 rue Bayard à Paris, dans le 8e arrondissement. Invité d'honneur, Ève Ruggieri et Michel Bernier. N'oubliez pas que pour assister aux enregistrements, vous pouvez vous inscrire sur rtl.fr, à la page des grosses têtes, bien sûr. Vincent Lagaffe est l'invité d'honneur aujourd'hui de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Vous avez demandé, et vos désirs sont des ordres pour nous, puisque vous êtes notre invité d'honneur, à avoir au téléphone un ami qui est aussi un grand sportif, Cyril Neveu. Vous m'avez demandé une anecdote, j'ai dit tiens, appelez donc Cyril, vous allez voir, il a des trucs, il a des dossiers sur moi. Bonjour Cyril Neveu. Oui, bonjour. Alors, je suis à côté de Vincent Lagaffe, un de vos complices. Vous avez fait du sport ensemble ? Ah oui, on a fait pas mal de bêtises ensemble, oui, du sport, du jet ski notamment, oui. Mais vous l'avez jamais entraîné sur le Paris-Dakar ? Ah, je l'ai entraîné, mais pas en compétition sur des courses de désert. On s'est simplement entraîné. Il est venu quand même une fois sur le rallye de Tunisie, mais en accompagnateur. Quant à vous, bon, vous avez fait une brillante carrière, mais parfois avec des accidents. Certains accidents, d'ailleurs, qui pouvaient tourner à votre avantage, hein. Si l'on veut, oui, puisque quand on part avec Vincent en jet ski, généralement c'est pour aller sauter des vagues d'une fameuse navette. Il fait peur. Et finalement on saute cette vague et un jour, avec Vincent, on a sauté cette vague et malencontreusement il m'est retombé carrément dessus. Et j'ai eu la présence d'esprit de sauter du jet, sinon je serais peut-être pas là pour vous parler parce que il a écrasé mon jet comme une vieille conserve. Une boîte de conserve et moi j'ai réussi à me sauver très très vite de sauver le cet légume. engin. Et vous vous souvenez du Paris-Dakar 1987 ? Ah bien sûr, ça c'était une épopée fantastique, une histoire d'homme que j'ai pu faire avec Hubert Auriol et qui a eu une issue favorable pour moi et malheureusement un peu moins pour Hubert, mais qui m'a permis de gagner cette 5e victoire. Oui, c'est quand un rival a un pépin que on peut finalement prendre sa place. Mais ça, c'est le sport, hein. Oui, c'est le sport. Je dirais que on avait toute cette année-là poussé l'un et l'autre à la faute, et puis finalement, à l'avant-dernier jour, c'est moi qui a réussi à mettre la pression à Hubert et malencontreusement, il s'est brisé les chevilles et qui m'a permis de remporter cette 5e victoire. Alors, est-ce que sur la terre ferme, Vincent conduit bien ? Vincent, oui, est une personne, on peut pas dire raisonnable, mais il aime la vitesse, il aime un peu ce que j'aime aussi. On s'est fourvoyé des fois dans des bourbiers de Sologne où je l'ai emmené, avec de la boue jusqu'au cou. Donc c'est un homme d'action, je dirais, hein, ça c'est certain. Mais enfin, c'est un sportif, donc il a des réflexes, hein. Ah, de grands réflexes et une grande agilité. Moi, j'ai pu m'éclater avec Vincent quand il m'a fait le singe. Il le fait très très bien. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais demandez-lui de faire le singe, vous verrez. Oui. Il l'imite parfaitement. On va lui demander. Tous les gens qui le connaissent sont unanimes, hein. Quand ils parlent de lui, ils disent que c'est un vrai coureur, hein. Ah oui, dans tous les sens du terme, je pense. Hein. Ah, je pensais pas à ça. Hein. Merci Cyril, il faut que je te cause après. Mais t'es plus marié, si, encore. Si, toujours. Et alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la compétition, vous l'organisez au lieu d'y participer ? Écoutez, malheureusement non, j'ai décidé de changer, j'ai cédé mon affaire d'organisation d'événements sportifs maintenant il y a une petite année et demie, et puis je reste en tant que consultant pour cette société, pour faire ces événements, et puis je vais me reconvertir dans autre chose, donc je suis en pleine restructuration, je dirais. Merci Cyril Neveu, merci beaucoup. Salut Cyril. Vincent Lagaffe est l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Alors, 2 actualités pour Vincent Lagaffe. Le juste prix, tout d'abord à 19h05 sur TF1, bien sûr. Et puis le film Le Baltringue de Cyril Seba qui sortira demain sur tous vos écrans. Est-il exact, Vincent Lagaffe, qu'à table, vos préférences aillent vers les mets destinés aux enfants ? De 6 ans. De 6 ans. Tout à fait. Les petits oui, pots, tout à les fait. petits Tout pots. à fait. Les trucs panés ? Non, mais tout ce qu'il y a de très simple, j'aime pas. Je suis pas un fou furieux de la grande gastronomie. C'est pas mon truc. Ça. Alors, j'ai donnez-nous votre menu idéal. Steak haricots verts.
Ah oui, quand même. C'était caché. Attends, Non. C'est qui mâche. Si un truc que j'adore, si vous m'invitez chez vous, vous pouvez me faire ça, c'est un filet de bœuf avec un morceau de chèvre chaud. Ou alors pour rester dans la simplicité, un tourneau de Rossini. Voilà, ça. Oui, léger quoi. Philippe fait des très très bonnes soupes de poisson en ce moment. On mange vachement bien chez Philippe. Moi, je me souviens quand on préparait les grossettes pour TF1, on bouffait vachement bien. Oui. Et on buvait bien surtout. Il a de très bons vins. Et je me souviens quand on avait fait l'apéro qu'on avait bouffé et qu'on avait bu, on bossait plus. C'est bizarre. Et on adorait ça. Et le dessert, qu'est-ce que vous prenez? Tout ce qui a attrait au chocolat. Ah oui, vous êtes resté très jeune. Ah ouais, non, mais complètement. Moi, j'ai beau avoir 50 ans, je reste avec 14-15 ans d'âge mental. Et puis, je veux surtout pas vieillir. Est-ce que je peux vous poser la question de Madame Moreau? Je pense que vous devez connaître la réponse. Quelle est la particularité d'une compétition de nage sur le dos? Un nage sur le dos. Les nageurs voient pas le fond. Bon, déjà, ils partent dans l'eau. Ils partent dans l'eau. C'est la seule épreuve qui commence dans l'eau. Et c'est Malutin qui a répondu. Bravo. Ah, bien sûr. Si c'est une compétition, 100% nage sur le dos. Parce que si c'est un relais 4x4 nage, là, on plonge. On nage également sur le dos, mais on plonge au départ. C'est comme le partenaire de Loana, il est parti dans l'eau. Oui. Et il y est resté. Est-ce que vous passeriez sous une échelle en compagnie d'un chat noir? Oui, et puis habillé tout en vert sur un plateau de télé. Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Oui. Mais non, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à passer sous une échelle, un trottoir avec une échelle appuyée sur la façade. Non, je passe pas dessous. C'est très dangereux d'abord parce que tu peux te tomber dessus. Oui, non, mais même je passe pas dessous. Et il est vrai que si je roule en voiture et que je vois un chat noir passer de la droite vers la gauche sans s'arrêter, je fais gaffe. Ah bon? Tu l'écrases? Non, surtout pas. Non, mais voilà, pour moi, un chat noir qui part de la droite pour aller vers la gauche, qui vous traverse devant la bagnole sans faire un arrêt ou une hésitation, je me méfie. Oui. C'est comme le piéton qui est bleu marine avec un képi au-dessus de la tête, je fais très gaffe. Surtout s'il a un sifflet à la main. Très gaffe. Ça me rappelle le mec qui grille un feu rouge, le flic l'arrête, il dit « Vous avez pas vu le feu rouge ?» Il dit « Non, c'est vous que j'avais pas vu. » Le moment est venu de vous demander quelle est la définition du mot baltringue. Pour moi, alors ça c'est très personnel, parce que quand j'ai dit à mon père, qui est donc plus de votre génération que de la mienne, Philippe, quand je lui ai dit qu'est-ce que c'est pour toi un baltringue, il m'a dit c'est un endroit où on va danser. Et voilà. Et là, je vois des gens dans le public qui me disent également, oui, c'est ça. Alors, comme dit, voilà, exactement. Donc, un endroit où on va danser, c'est un bastringue. Et le baltringue, c'est un mythomane, un mythomane inutile. Et l'endroit où on tire des coups, c'est le baltrap. Ça dépend des coups dont tu parles. Oui. Alors, sinon, c'est le baltringue. Oui. Le baltringue. Et après, c'est le baltringue. Oui. Mais voilà, un baltringue, pour moi, c'est un gros mythomane inutile, voire même presque dangereux. Un loser. C'est l'expression. Un loser. C'était baltringue. Ouais, moi, l'autre baltringue, là. En provençal, on dit un chapacan. Alors, vous vouliez pas qu'on vous appelle cochonou, mais vous voulez bien être qualifié de baltringue. Voilà. Oui, dans le film qu'on m'appelle le baltringue, ça me gêne pas parce que c'est un mot assez rigolo. Maintenant, c'est vrai que le mec qui me traite de baltringue dans la vie, j'ai envie de lui dire, explique-moi pourquoi, parce que jusqu'à présent, j'ai plutôt bien réussi là où certains se sont un peu cassés la gueule. Alors, c'est prétentieux, c'est ce que je viens de dire. Non, pas de non. Mais putain que c'est bon. Attendez, il faut dire du bien de soi parce que finalement, personne n'en dira à part vous. Ça finit par se savoir et d'autres le répètent. Hein. Alors, si vous donnez une suite au baltringue et toujours sur faux de complot, j'ai un témoignage à vous livrer. C'est celui de Vladimir Fedorovski, grand connaisseur de l'ex-Union soviétique. Il nous avait raconté un dîner avec Poutine. Il nous a fait dîner avec son secrétaire. Et je vais vous dire ce qui m'a frappé. Je crois bien que la première fois, c'est même avec un cinéaste aussi d'origine russe que je connais comme Plémenikov, vous connaissez comme Vadim. Oui. Et on était à table à 4. Pas de polonium, un peu de vodka. Je vous signale, ça s'appelle Standard, la meilleure. Et on prend la vodka et je vois qu'il commence à copier Vadim, avec les gestes, comme artiste. Et je me suis demandé pourquoi il fait ça. Et après, un chef d'État m'a raconté que même jusqu'aujourd'hui,
quand il mène les négociations sur Poutine, international, il copie. Il imite son partenaire. Il imite. Ce qui le ridiculise, c'est épouvantable. Non, c'est pas... Pour rentrer en communion d'idées avec lui. C'est une technique d'espionnage. Oui. C'est comme ça... Il travaille avec les agents comme ça, parce que ça met à l'aise quelqu'un. Et ça m'a étonné qu'il a changé de visage. Il a copié la technique d'espionnage. Mais quand on le sait, on se méfie. Maintenant, moi, s'il copie... S'il parle avec les comme ça. S'il copie le pied noir, qui me dit « je lui dis « ya anguille sous roche ». C'est Vincent Lagaffe, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Ah, dites donc, une enquête sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis. Ça se passe en Grande-Bretagne, mais bon, c'est valable sûrement chez nous. 40% des femmes mûres voudraient bien sortir avec un homme plus jeune. Oui, mais ça vous étonne? C'est de plus en plus à la mode. Ben, il faut savoir si l'inverse est vrai. Hein? Ben, l'inverse c'est vrai. Ça dépend si elles sont intéressées ou intéressantes. Ça dépend ce qu'on recherche. Voilà. Dans l'inverse, c'est pas une femme mûre, c'est une femme blette. Hein. Oui. Oh Bernard, t'es une horreur. Ouais. Mais est-ce que les femmes mûres finissent au coin? Les blettes, c'est bon. Ah oui. Les femmes mûres, ce sont des femmes qui ont, je ne donne pas d'âge dans l'absolu, mais de l'expérience. Par exemple, 20 ans de plus ou 30 ans de plus que le jeune homme avec lequel ils sortent. Comme la femme du Premier ministre anglais, là. Non, voilà. Irlandais. Comme Pierre Chazal, qui a un petit ami qu'elle nous présente régulièrement, qui est mannequin et qui a 20 ans de moins qu'elle. Bien sûr. Oui, voilà. Qui défile. Mais c'est maintenant les femmes. Bien tapé. Les femmes s'exposent. Les femmes, elles osent s'exposer avec des hommes plus jeunes. Autrefois, c'était un peu caché, mais maintenant. Oh, ben non, relis Colette, mon vieux, le blé en herbe. Le blé en herbe, mais elle faisait ça un peu discrètement quand même. Oh, ben, pas tellement, elle le mettait dans des livres. Mais Jeanne Calment, elle était avec un petit jeune de 95 ans. Jeanne Calment, oui. Calment, évidemment. Et ça la gênait pas, hein. Pas du tout. Elle n'avait pas honte. Est-ce que ça prouve pas que on est en train de combler le fameux fossé entre les générations? Oh, si. Ah bah si. À coup de Oui. de modernité. Rabattu. Mais il en faudra des zibounettes pour combler le fossé. Dedans, oui. ça. Il y a du boulot. Mais de là à conclure que tous ces gars sont des gigolos, c'est pas bien. Ah non. On C'est dit ça qu'il faut pas dire. d'ailleurs Non. gigolo. On peut d'ailleurs sortir avec une femme un peu mûre et puis se laisser inviter à dîner, ça va pas plus loin. Bien sûr. Est-ce qu'il existe des couples dans lesquels le jeune homme est très très riche et la dame âgée très très pauvre? Ah, c'est plus rare, hein. Ça doit être rare, ça, quand Au même. cinéma, il y en a. Ça doit être rare. Oui. Moi, j'en connais pas. Hein. Oui. Si, c'est Harold Desmaudes, je crois, mais il n'y a qu'au cinéma et au théâtre qu'on voit ça. Oui. Bah, regardez Madame Bettencourt avec son photographe. Oui, Voilà. mais je crois que le Mais il est photographe... devenu riche. Mais Ah bah, maintenant, il est maintenant, je crois qu'il est plus riche qu'elle. Il est plus riche qu'elle, il paraît, aux Je dernières ne pense nouvelles. pas que le photographe intéressait Madame Bettencourt. Mais je ne crois pas que Madame Bettencourt intéressait le photographe. Non plus. Hein. Je crois que le problème n'était pas là. Elle attendait que Ça le prouve que c'est une amitié pure et désintéressée. Complètement. Alors, toujours une question de natation, et celle-là, elle vient de Madame Lucas. Dans quel cas le règlement de la Fédération de natation décide-t-il que le record ne sera pas homologué? Si la piscine est vide. Non. Oui. L'eau est salée, la piscine. L'eau. Non. Ça vient du nageur. Non, ça vient pas du Ça vient de nageur. l'état de la piscine. S'il a plu pendant la compétition. Non, et c'est pas l'état de la piscine non plus. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de nageurs par couloir dans la piscine? Non plus. Dans la taille de la piscine, bah non, ça n'a pas rapport avec la piscine. Le temps extérieur, le climat. Non. Piscine couverte ou découverte? Oh, peu importe. L'altitude. La nuit? Non. C'est pas la longueur de la piscine, non. Alors, c'est un règlement qui ne doit exister que pour la natation. Ça a un rapport avec l'âge des coureurs? Non. C'est pas le Il maillot faut de bain. qu'il y ait un maître nageur. Non. Est-ce que s'ils sont en caleçon et pas en maillot, Non. Si ça dépasse ou pas, Oui. non. Non, Si la- ça dépend, ça dépasse. Il n'y a pas assez de chronométreur. Ouais. Ou si la zigounette fait Il faut lisse, qu'il y ait quelqu'un ça à un triche. bout et l'autre à l'autre bout. Parce que s'il Non. a une zigounette qui Il y a fait une lisse, histoire ça avec l'accélère. le C'est un temps, cochon, le mec. le temps de digestion. Cochon le contrôle. Eh bien, écoutez, c'est si le public a encouragé les concurrents. Ah bon? Ouais. Car on ne doit pas manifester sa grogne ou son approbation dans une En telle natation, on n'a compétition. pas le droit de hurler. Ils n'arrêtent pas de gueuler aux Jeux Olympiques, ils hurlent comme des fous. Bah, ils les entendent pas en plus, ils ont des boules dans les oreilles. Et en tout cas, les encouragements qui précèdent l'arrivée.
et qui sont de nature à influer sur le comportement des nageurs. Enfin, si tant est qu'ils entendent quelque chose quand ils ont la tête sous l'eau. Philippe, vous fumez quoi en ce moment là? Des arêtes de poisson. Et du vent, il y en a aujourd'hui. Il fait d'ailleurs 0 degré à Paris. Chez vous, c'est pareil? C'est pire? Oh là là. Bon, pour vous réchauffer, les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Pierre Combesco. Faut quand même saluer l'arrivée des radars tronçons. Hein. Il nous manquait cela. Ça, c'est bien. Ah oui. Ça, ici, nous les vendons en tronçon, alors ça serait mieux. C'est l'effet double lame. Le premier radar photographie, le deuxième photographie, et à la fin, c'est toi qui es rasé. Voilà. Oui, mais c'est ça. ça va remplacer, les gendarmes vont les remplacer les commissaires de course sur les circuits automobiles. Hein. C'est ça. Ils vont vous dire, très bien, hein, vous avez 180 de moyenne. C'est fort, bien. Sur les autoroutes uniquement. Hein. Uniquement. Et à des endroits où il n'y aura pas d'air de repos, pas de station-service, on ne peut pas sortir, parce que je sais jamais ça a été pissé. T'arrêtes de pisser, ça baisse ta moyenne. Ah bah oui. Non, ce qui est embêtant pour les chauffards, et nous n'en faisons pas partie. Vraiment. C'est pas notre genre. C'est que les gens qui connaissaient les implantations de radars, qui étaient d'ailleurs périodiquement publiées par la presse, ils pouvaient freiner un peu avant et puis accélérer tout de suite après. Et ça, c'est fini. Pareil, parce que c'est 20 km. Au pire, c'est 20 km. Donc, on fera gaffe pendant 20 km, il y aura accéléré après. Attendez, jusqu'au jour où, comme dans d'autres pays, il y aura l'heure d'arrivée, d'entrée sur l'autoroute poinçonnée au péage, et le calcul de la moyenne fait à la sortie. Ça, c'est dégueulasse. Remarquez, là, on peut rouler très vite, s'arrêter 1 heure dans un restaurant. Quoique 1 heure dans un restaurant d'autoroute. Oh, faut avoir du temps à perdre. C'est la torture, quand même. Si, vous avez le temps de manger et celui de restituer ce que vous avez mangé. C'est ce que font certaines dames. Elles vous disent, t'es rentré à telle heure, t'es ressorti à telle heure. C'est vraiment nul. Voilà. On est fliqué. Hein. On est fliqué de partout. Alors, une nouvelle qui dépasse tous nos petits tracas et toutes nos vétilles. Il semble, d'après le dernier congrès d'astrobiologistes, qui vient de se tenir à Fox Chance Sanker City. C'est mignon. C'est mignon comme et à Philadelphie, il semble qu'il y ait vraiment une vie ailleurs que sur Terre. Bon. Alors, on aurait dû commencer par ça, parce que c'est plus important que les radars. Hein. Quoique. Encore que. Mais une vie animale? Alors, on sait, si vous voulez, que toutes les conditions qui ont présidé à la naissance de la vie sur notre vieille planète peuvent être aujourd'hui réunies sur d'autres. Alors là où ça se gâte un peu, c'est que cette vie pourrait être uniquement à base de bactéries. Et on en a bien assez chez nous, quand même. C'est ce qu'il y a de plus résistant, les bactéries, par exemple. Ça expliquerait pourquoi tous les messages qu'on lance n'ont jamais de réponse, parce que la bactérie, elle n'a pas de téléphone. Elle répond pas. C'est un peu comme si des planètes entières étaient comme un bol d'urine, comme un bol d'analyse d'urine, en fait. Ça serait peuplé que comme ça, quoi. Et c'est vrai que la conversation est difficile. Mais alors, les petits hommes verts, il n'y en a plus? Non. Non, visiblement, non. Il y a des petites bactéries vertes. Mais moi, je les aimais bien, les petits hommes verts. C'est très agréable. C'est comme. Et puis le soir, ils vous bordaient bien. Ils étaient mignons. Oui, c'est une vraie compagnie. Ne fantasme pas, Pierre. On fantasme tous sur les extraterrestres. La soupe aux choux, vous vous rappelez ce magnifique On leur prête souvent une apparence humaine alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent. On n'a aucune raison de croire qu'ils sont comme nous, avec le corps découpé en lanière, par exemple. Hein. Ça quand même, c'est beaucoup. Hein. D'autre part, est-ce qu'il y a des dames extraterrestres? Voilà. Mais oui. Ça, c'est la vraie question. Moi, je pense. Et si elles étaient toutes faites au moule, des splendeurs, des beautés, on laisserait tomber nos femmes ici, on partirait tous en voyage. Alors, autre chose, ça bouge dans la pénitentiaire. Il n'y a pas Elle plus a de la chance, la pénitentiaire. Il n'y a pas plus de confort, mais il n'y a pas plus de prison, mais il n'y a plus d'activité culturelle. C'est bien. C'est bien ça, au moins. Alors, il va y avoir le premier festival de cinéma à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il passe la grande évasion, je crois. Le trou, papillon. Prends l'argent et tire-toi. Je crois qu'il y aura une clientèle un peu captive. Naturellement, les gens qui ont organisé ça ont cru bien faire en proposant aux détenus des films qui se passent tous en prison.
Hein c'est bien, Oui. ça va les dépayser. C'est bien Comme dépaysant. changement d'idée, on fait mieux. Hein. Oui, c'est ça. Là, Alcatraz, ils vont lui repasser Alcatraz pour montrer qu'ils sont D'ailleurs, le trou de Becker, c'est de Le Becker. trou de Becker. Non, ce qui est bien, si vous voulez, c'est que les plus grands producteurs et certaines vedettes comme Jamel Debbouze et Luc Besson vont se déplacer pour proposer leurs films et que ensuite il y aura un jury composé de 8 détenus et de 4 surveillants qui attribuera son grand prix. c'est bien. Et pour le remettre, C'est-à-dire, il y aura d'un côté le festival de Cannes et de l'autre celui de Fleury-Mérogis. Quoi. Hein Les marches sont plus faciles à monter dans un sens que dans l'autre, à Fleury-Mérogis. Et le cadenas d'or est remis cette année à... Le verrou d'or. Le verrou d'or. Le verrou d'or. Le verrou d'or. mais qui remettra le verrou d'or? C'est le président Jacques Barrault. Le directeur de Jacques Barrault. Allez au mari. C'est sponsorisé par Vittel, l'eau neuve des cellules. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est sur RTL. Vincent Lagaffe est l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h, à propos bien sûr du Juste Prix sur TF1 et puis à propos aussi du film Le Baltringue qui sortira demain sur tous vos écrans. Tout à l'heure, vous disiez, Vincent Lagaffe, que vous avez fait des études chaotiques, que vous n'avez pas de diplôme. J'ai quand même trouvé dans votre CV l'existence d'un CAP de soudeur. Hein Oui, j'ai un CAP de soudeur et un BEP de dieseliste. Donc ce qui fait que peut-être je ne peux pas apprécier toute l'intensité des textes de Baudelaire ou de Ronsard, mais par contre je suis jamais resté au bord de la route. Et curieusement, ça m'a plus servi dans la vie que Ronsard et Baudelaire. Oui. Il connaissait rien en mécanique, était nul en mécanique. À chier, complet. Et en plus, Ronsard, chaque fois qu'il achetait une bagnole, il se faisait avoir. Il connaissait rien. J'ai un copain qui a un CAP de soudard, lui. Ah oui. Soudard. Mais enfin, quelquefois, les fins de mois, quand il faut faire la soudure, ça doit vous aider. Hein vous savez que, mine de rien, c'est grâce à ce CAP de soudeur que je suis devenu ce que je suis, parce que la première mission que j'ai eue, c'était d'aller découper un bateau échoué sur une plage de Bulgarie, sur la plage du club. Ah, le Clémenceau. Qui avait fait un aller-retour rapide avant son désamiantage. Et puis c'est vrai, quand on a eu fini de découper le bateau et que le bateau a été complètement évacué, nous, on habitait dans le club Méditerranée, puisque le bateau était sur la plage du club, donc on était hébergés et nourris au club. Et puis quand le bateau a été découpé, on a été boire un dernier verre au bar du club avant de partir, et le chef de village est venu me voir en disant, écoute, vraiment t'as la cote avec les gens, c'était quand tu découpais le bateau, tellement tu faisais le clown, c'est devenu une attraction, les gens venaient te voir, donc est-ce que tu veux pas rester comme animateur? J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai... C'est pas mon métier, mon métier c'est d'être dans le cambouis et dans l'oxyacétylène. Et il m'a dit, non, mais je t'assure, essaye. Donc j'ai dit, écoute, il n'y a pas de boulot pendant 3 semaines, je fais un essai, et j'y suis resté pratiquement 10 ans. Et puis, s'il y a un problème à la maison, vous pouvez intervenir. Je soude beaucoup, oui, je soude beaucoup. Il y a peu de soudure que je fais faire par d'autres. Maintenant, je passe pas ma vie derrière le poste à souder non plus. Mais c'est un truc que j'ai gardé et j'aime beaucoup la soudure. Ouais, c'est un truc qui me plaît. Le dieselis, c'est très recherché parce que c'est très compliqué le fonctionnement des moteurs. C'est maintenant relativement aisé parce qu'avec tous les ordinateurs et l'électronique embarquée qu'il y a sur les moteurs, on n'a plus qu'à mettre la prise sur l'ordinateur pour savoir ce qu'il a. Mais il y a eu une époque, on était vraiment très demandé parce que moi j'avais un diplôme de BEP, enfin j'avais un diplôme de dieseliste dans le milieu agricole. Et il est vrai que pendant les moissons, ce qui était un peu ma spécialité, une moissonneuse, elle doit tourner quasiment 24 heures sur 24. Et une moissonneuse qui s'arrête, c'est un pognon fou qui se perd. Il m'est même arrivé de dépanner des moissonneuses pendant qu'elles moissonnaient, sans les arrêter. Et la soudure, c'est à la mode, le sudoku. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions à Philippe Bouvard pour essayer de coller les grosses têtes et essayer aussi de gagner 300 €. Voilà, pour commencer l'année 2010, je pense que c'est la meilleure façon. Allez sur rtl.fr, n'hésitez pas, proposez vos questions à Philippe Bouvard. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un nouveau métier, l'expert en triche. On en a un paquet dans le métier. Hein. Bonjour Francky. Bonjour Philippe. Vous êtes un ancien tricheur reconverti dans l'expertise. Hein. On peut rien vous cacher. Vous avez triché longtemps, beaucoup, aux cartes? Quelques années, quoi. Je me suis beaucoup entraîné.
En fait, moi je suis une famille pauvre et nombreuse. Donc tous les soirs manger à la carte. Ma mère étalait le jeu. Si tu tirais un as, elle a le droit de manger. Oui, alors évidemment, dans ce cas-là, on est tenté de préparer le jeu. Et d'ailleurs, on remarque au jeu que vous surveillez aujourd'hui, pour qu'il se déroule honnêtement, et pas dans des casinos, dans des parties privées, on remarque que généralement, le tricheur, il triche que quand il donne les cartes. Déjà, souvent sur une tricherie, on vient à 2 ou à 3 sur la table. 3, c'est honteux, mais ça arrive. Pourquoi c'est honteux? Parce que c'est trop facile. Ah, d'accord. C'est de la triche. Mais j'y connais rien, moi, dans la triche ni dans les cartes. On fait comme à 2, donc on fait gagner l'autre, quoi. Comme ça, on s'en sort sans cambouis, quoi. Comment devient-on un tricheur? En suivant les cours de Majax? Moi, j'ai démarré la magie. En fait, j'avais 8 ans. Mon père avait un ami magicien qui s'appelait Mistag, qui était professionnel, dont j'ai mis le pied à l'étrier très jeune. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé la mémoire, parce que je m'en sers beaucoup pour la triche et pour mes spectacles. Et bon, faut pas avoir le cul d'une attendez, la mémoire, ça consiste à mémoriser les cartes. Est-ce que c'est de la triche? Non, c'est pas de la triche, mais on va s'en servir. Oui. C'est un atout pour gagner, quoi. En fait, tricher, c'est gagner, quoi. C'est-à-dire, si vous avez un jeu de cartes devant vous, vous les faites défiler très vite et vous les mémorisez dans l'ordre. Voilà. Donc, je mets 20 secondes environ à mémoriser les 52 cartes. Ah oui. Ah oui. Les cartes Michelin aussi, non? Les cartes Michelin. Et que faire quand on a triché et que les compagnons de jeu s'en aperçoivent? Cours! Faut se casser très vite. Écoutez, moi, je suis propre. Si vous avez trop de doutes, je rends l'argent. Ah, rendre l'argent. Ah, ça peut passer pour un aveu aussi, hein? Oui, mais bon, vous savez, au poker, on gagne de l'or, du plomb, de la tôle. Donc, faut bien suivre le cours des métaux, quoi. Et disons qu'en ce moment, avec la bourse, c'est pas très facile. Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut tricher au bridge aussi? Oui, fait que même mon dentiste prononce plus le mot bridge devant moi. Comment tu me causes? En fait, il y a moins d'argent à gagner, donc on travaille moins à la triche au bridge. Oui, évidemment. Enrichir plus vite. Alors, la vogue du croissant du poker doit vous donner du boulot, hein? Ah là, c'est la vie de château. Cela dit, quand l'organisateur d'une partie privée vous demande de venir surveiller sa réunion, c'est que la confiance ne règne pas totalement. Voilà. Oui. Tout à fait. En fait, si vous voulez, moi, je suis présenté, donc je suis pas derrière une vie de santin, etc. Je suis annoncé. S'il y a des nouveaux joueurs qui ne me connaissent pas, je leur montre ce que je sais faire. Généralement, c'est assez dissuasif. Ah oui. Tari jaune, dentifrice à la banane. Ah ouais, vous allez chez le Rupin. Vous faites partie de poker, les parties carrées, vous les faites aussi, non? Mais vous attablez avec les joueurs, alors? Non, je leur montre ce que je sais faire. Ensuite, eux, ils jouent. Moi, je suis derrière, je surveille. Je touche plus. Les joueurs n'aiment pas qu'on soit derrière eux, hein? Surtout s'ils veulent tricher. Ça dépend. Contrairement à ma sœur. Et vous avez déjà surpris en flagrant délit des grands tricheurs? Grand, non, parce que je les ai surpris. Ça m'est arrivé 2 fois, mais j'ai un code avec la personne qui m'embauche. Je dis, j'ai pas bien vu la donne, je voudrais qu'on la refasse. Ah oui. Donc la personne ne sera pas réinvitée, mais bon, Mais comment vous pouvez retenir les cartes qui passent au poker si c'est pas du stud? Parce qu'elles sont pas découvertes au départ. Eh bien, quand il y en a 3 qui suivent, ils montrent ce qu'ils ont, j'en repère déjà 15, vous voyez? Ah oui, d'accord. Vous êtes intéressé au gain? Non, je dépense tout ce que je gagne. Non, mais je veux dire... Non. Ah, vous n'êtes pas intéressé par... engagé. Vous avez un cachet, quoi, c'est tout, hein? Voilà. Oui. Eh ben, bravo, Francky, d'introduire un peu de morale dans cet univers qui en manque souvent beaucoup. Et maintenant, le coup de sang de l'invité d'honneur. Arche-repu! Je vais vous dire, moi, ce qui me met les boules, moi, je suis vraiment un grand amateur de sport mécanique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on fait un sport mécanique, on va brûler de l'essence. Pour faire de l'essence, c'est beaucoup d'énergie. Et quand on la crame, c'est encore du carbone qui part dans l'espace. D'accord, moi, je suis pour. Mais il faut savoir quand même que maintenant, toutes les machines qui permettent ces loisirs mécaniques sont des machines qui font de moins en moins de bruit. On a des contrôles phoniques drastiques, on a des contrôles de pollution drastiques. On n'a plus le droit de mettre n'importe quelle machine sur la flotte comme ça. C'est très, très, très surveillé. Donc, je pense faire partie des mecs qui font très, très attention à l'environnement. Par contre, il y a un truc qui me met grave les boules. C'est qu'on ait réussi, et là je sais ce que je dis parce que c'est un peu ma partie, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'on ait brûlé 100 000 tonnes simplement pour amener les chefs d'État à Copenhague. Voilà. Et pour ressortir
rien n'en soit sorti. Il y a eu 100 000 tonnes cramées simplement par les avions. Hein. Je parle pas des voitures, des assistants, etc., etc. Il y a 100 000 tonnes de kérosène qui ont été cramées juste pour le transport des chefs d'État à Copenhague. Et quand je vois ce qu'il en est sorti, j'ai envie de leur dire, vous savez quoi, laissez-nous faire nos sports mécaniques parce que vraiment, de toute façon, ça polluera toujours moins que les rendez-vous inutiles que vous vous êtes fixés. Bravo, hein. Voilà. Vincent Lagaffe est aussi un moraliste et un observateur de tout ce qui se passe. Alors, dites donc, la question de Monsieur Legrand d'Angers. Pourquoi en 1994, les prostituées suisses ont-elles été contraintes d'augmenter leur prix? Parce qu'elles étaient trop lentes, elles faisaient pas assez de chiffres. Parce qu'elles ont été imposées. Non, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Non, la TVA, elle paye. La TVA. Exactement, oui, c'est ça. C'est l'ami de la grande Lulu, Jacques Maillot, qui a trouvé la bonne réponse. L'État a imposé la TVA sur leurs services. Ancien lui-même. Taxe à la verge ajoutée. Voilà. À 18h, RTL Soir, Christelle Rebière et Christophe Ondelatte. Pour l'instant, suite et fin de vos grosses têtes. Avec Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Pierre Combesco. Et puis l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Vincent Lagaffe. La honte de l'invité d'honneur. Ça c'est une honte. C'est une honte quand on se sent tout bête. Et moi, je me suis senti très con cet été. Il y a mon fils qui me téléphone vers 19h en me disant je suis avec des amis, on est à Cavalère-sur-Mer, je suis avec des amis en train de louer des scooters, mais j'ai l'impression que le tarif qu'on nous propose, il est un petit peu élevé. Est-ce que tu peux venir voir Alors, je lui dis mais t'es où? Il me dit je suis à tel endroit. Je dis ça tombe bien, le mec je le connais, donc j'arrive. Donc je prends mon scooter parce que sur la Côte d'Azur, il faut rouler en scooter l'été. Et il faut savoir quand même que sur la Côte d'Azur, il y a un accident tous les quarts d'heure en 2 roues et il y a un mort par jour. Donc, je descendais de chez moi avec mon scooter en me disant, dans mon fort intérieur, il faut que j'arrive à trouver les mots pour expliquer aux copains de mon fils que le scooter est très dangereux et surtout, il faut trouver les mots pour ne pas être le vieux con qui dit faites attention. Donc, il fallait trouver des mots un peu de jeunes en se disant il faut leur expliquer aux gamins que c'est vachement dangereux, qu'ils peuvent quand même s'éclater, mais que le casque, il faut l'attacher, il faut le serrer, ne remontez pas les fils à contresens. Il y a vraiment des mecs un peu allumés sur la route l'été, donc faites très 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 attention. Donc je travaille dans les 2 kilomètres qui me séparent de ma résidence à la boîte de location. Je me dis un petit peu, voilà, les mots, je vais les dire comme ça. Et puis j'arrive devant la boîte de location. Mon fils est avec ses 3 copains et une copine. Il me fait signe de très loin parce que mon fils est grand, donc je le vois de loin. D'ailleurs, il est tellement grand que parfois je me demande si c'est le mien. Mais si, sa mère m'a dit qu'elle avait connu que moi, donc ça forcément que moi. Et je le vois de loin, il me lève les mains, comme ça il me fait lève les mains, et on a un petit geste quand on trouve un endroit pour se stationner, on fait un peu à la Toréador, on fait ici, comme ça, avec les doigts. On dit, ça veut dire que tu peux te garer là. Et donc je dis, tiens, mon fils, sport mécanique, parce qu'il a été sur un jet ski à l'âge de 3 ans, sur une moto à l'âge de 5 ans, donc vraiment il aime les sports mécaniques au moins autant que moi, sinon plus, parce que maintenant l'élève a dépassé le maître. Et donc j'arrive et je dis, tiens, je vais faire un petit dérapage à 90 degrés pour lui montrer que son père, il en a encore sous le pied. Et donc, il fallait bloquer la roue arrière. Moi, j'ai bloqué la roue avant. Je me suis ramassé la gueule, mais comme une grosse merde. Au pied de mon fils et de ses copains. Et à ce moment-là, j'entends mon fils qui fait à ses copains, en me montrant du doigt, il a dit « Mon père ». C'était pour me présenter. Voilà, je vous présente mon père. Le mec qui est vautré par terre sous le scooter, c'est mon père. Ça met un peu la honte devant les copains de son fils. Difficile de leur dire de faire attention après. Hein. Oui, alors après tu fermes ta gueule, tu négocies le truc, tu remontes et tu dis « Vous me parlez plus jamais ». Le premier qui raconte ça et qui me met sur Facebook, il prend mon poing sur la gueule. Dernière citation envoyée par M. Moza qui a dit « Il existe une télévision pour passer le temps et une autre télévision pour comprendre le temps. » Oh là là, c'est un penseur. Alors, vous trouvez les chaînes? Alors, c'est un Français qui était très intelligent, mais on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. Malraux. Malraux, bonne réponse de Pierre Combesco. C'est pas marrant de jouer avec vous, hein. Il n'y a aucun intérêt. Hein. Et c'est Éric Logérias qui va raconter l'histoire envoyée par M. Escobedo de Mougins. Il les raconte pas bien, hein, d'habitude. Non, c'est-à-dire que... elle est longue en plus, alors si vous voulez partir, faites-le tout de suite. Hein. On va y aller. T'as un petit garçon de 12 ans qui se promène sur le trottoir en traînant derrière lui une grenouille aplatie au bout d'une ficelle. Il arrive devant un bordel et cogne à la porte. La tenancière répond et demande au petit garçon ce qu'il veut. «
Je veux une relation sexuelle avec une des filles. J'ai de l'argent pour payer et je partirai pas sans l'avoir fait. La dame se dit pourquoi pas, elle le fait entrer. Vous avez des filles qui ont des maladies? Bah bien sûr que non, répond la dame. J'ai entendu des gars dire qu'il fallait recevoir une injection après avoir couché avec Irma. C'est elle que je veux. Puis le petit garçon, il tient tant, et puis il a de l'argent. Alors la dame lui dit d'aller dans la première chambre à droite. Le garçon se dirige donc vers cette chambre, entraînant derrière lui sa grenouille aplatie. Il ressort 10 minutes plus tard, toujours entraînant derrière lui sa grenouille aplatie. Il paye la dame et s'en va. Lorsque la tenancière lui demande « Mais pourquoi tu as choisi la seule fille qui avait une maladie ?» Parce que ce soir, mes parents vont souper au restaurant et ils me laisseront à la maison avec la babysitter. Lorsqu'ils seront partis, la babysitter, elle va me faire l'amour parce qu'elle aime les petits garçons mignons. Elle va attraper la maladie que je viens d'attraper. Quand mes parents viendront, papa va aller reconduire la babysitter, il va la sauter dans l'auto et il va attraper la maladie à son tour. Après, quand papa va revenir, il va faire l'amour à maman et elle va l'attraper aussi. Et demain, quand tout le monde sera parti, le laitier va venir à la maison avec son gros camion, il va baiser ma mère et il va attraper la maladie. Et alors? C'est lui, l'enculé, qui a écrasé ma grenouille. Je recevrai prochainement Ève Ruggieri, Michel Bernier et Guy Marchand. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de retrouver Vincent Lagaffe.